Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Entretien. Cette semaine, je vous propose une rencontre avec Huguette Joly, la directrice générale du Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille. Native de Montréal, Huguette Joly étudie en travail social et en gestion à l'Université d'Ottawa. Après avoir travaillé durant 36 ans comme travailleuse sociale, elle devient directrice générale du Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille en 1993. Parallèlement, elle dirige sa propre compagnie de planification stratégique depuis 1987. Huguette Joly, d'abord, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On le disait dans la présentation, vous êtes la directrice générale du Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille. J'aimerais qu'on commence l'entrevue, question de bien vous situer, question de bien situer votre organisme, par nous parler justement là, de cet organisme-là qui célèbre cette année ses 25 ans. Alors, oui, le Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille existe maintenant depuis 25 ans. Notre mission, c'est d'offrir des services spécialisés à toute personne ou famille confrontée à l'abus sexuel d'enfants, qui signifie qu'on donne des services à l'enfant victime d'abus sexuels, mais aussi à ses parents et à la personne qui abuse sexuellement. Ah, c'est intéressant de savoir que la personne, donc l'abuseur, c'est souvent un cercle vicieux, hein? Les gens qui abusent sont souvent des gens qui ont été eux-mêmes abusés plus jeunes. Pas nécessairement, mais souvent, c'est ce qu'on voit. Et c'est probablement un des seuls centres là, où ces gens-là sont pris en main. Oui, bien, tout à fait. Mais par contre, on doit s'assurer de bien comprendre que c'est pas la généralité que les personnes ont été abusées qui abusent sexuellement. Alors, en Outaouais, nous sommes la seule organisme qui offre des services aux enfants victimes et aux abuseurs aussi, et aux familles de tous ces gens-là. Vous êtes travailleuse sociale, vous avez fait vos études à l'Université d'Ottawa, je pense, en travail social, mais vous me disiez que vous avez choisi cette branche-là pour une raison bien particulière. En fait, vous êtes native de Montréal, vous avez vécu toute votre enfance dans le secteur de l'Est ontarien, Hawkesbury, famille différente. 3 enfants, je dis différents parce que les 3 enfants, vous avez été choisis par vos parents. Et c'est un petit peu pour remettre, je pense, à la société ou au monde que vous avez choisi cette branche-là. Bien, tout à fait. J'ai choisi de devenir travailleuse sociale, mais je veux juste m'assurer de vous dire que j'ai une formation en travail social, mais faisant pas partie de l'ordre, je ne peux pas m'appeler travailleuse sociale, mais j'ai quand même une formation en travail social. Et j'ai choisi de travailler dans ce domaine-là à la base, c'était pour remettre vraiment à la société puis aux familles qu'est-ce que moi j'ai reçu, parce que j'ai été tellement choyée. Vous avez été choyée. Vous dites que vous avez été choisie par vos parents. Quel genre d'éducation vous avez reçu là, de la part de ces parents-là qui vous ont choisi? Je viens d'un milieu moyen, avec un père ouvrier, une mère qui couturière, puis l'éducation, l'instruction, très important chez nous. La discipline était de mise, mais avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour. Et c'est ce que vous avez probablement voulu transmettre un peu plus tard quand vous-même vous vous êtes mariée, vous avez eu 2 enfants. Oui, j'ai eu deux fils qui maintenant, c'est des adultes avec des familles. Alors, j'ai des petits-enfants qui, d'ailleurs, est mon rôle principal. C'est de mère et de grand-mère. 1971, vous vous mariez, vous avez des enfants, mais vous décidez pendant 3 ans de mettre votre carrière, qui était parce qu'à ce moment-là, au début des années 70, vous travailliez au tout début là, de la DPJ, mais vous mettez votre carrière, on dirait sur hold en anglais, pour devenir mère à la maison pendant 3 ans. Pourquoi ce choix-là là, d'élever vos enfants? Oh, grosse question. Disons que je crois vraiment que c'est un gros travail d'être mère à la maison. Alors, c'est pas seulement de rester à la maison, mais c'est d'être mère à plein temps, d'être capable de voir évoluer un enfant, d'être capable de comprendre ses stages de développement, d'être capable de l'aimer à chacun de ses petits défis dans la vie, puis de le voir se développer, puis de s'émerveiller à tout ce qu'il voit. Ça fait grandir un adulte.
Et ainsi, on peut mieux aider les enfants aussi. Évidemment, c'est une réalité qui est de moins en moins présente. Même si c'était pas l'exception au début des années 70, mais aujourd'hui, une mère à la maison, c'est presque une exception. Est-ce que vous pensez qu'il y a des lacunes pour des enfants, là, par exemple, qui sont élevés dans des CPE par quelqu'un d'autre, finalement? Écoutez, on est rendu à cette époque-là. Les enfants sont très résilients, ils s'adaptent à plein de choses. Puis, au niveau économique, je pense que pour nos petites familles, c'est un besoin. Alors, tout le monde s'adapte, puis les enfants semblent bien se développer quand même. L'important, c'est de s'assurer que quand on est à la maison, quand on est en famille, que vraiment on est ensemble, puis qu'on est content d'être ensemble, puis on n'est pas au téléphone tout le temps ou avec la voisine à parler. Après ces 3 années-là que vous avez passées auprès de vos enfants, question d'élever vos fils, ou en tout cas de passer le plus de temps possible avec eux, vous vous retrouvez toujours à Hawkesbury, mais en intégration sociale sur le marché du travail. Quel était à ce moment-là votre travail? Je travaillais à ce moment-là comme superviseur dans des résidences pour déficients intellectuels. Alors, j'ai été avec l'Association pour l'intégration sociale de Prescott Russell pendant 11 ans à titre de superviseur de groupe. Superviseur de groupe. J'imagine que c'est pas nécessairement évident là, de travailler avec une clientèle qui fait des déficiences intellectuelles. Qu'est-ce que ces gens-là vous ont apporté? Oh, qu'est-ce qu'ils m'ont apporté? Ils m'ont apporté... Écoutez, c'est une thérapie en soi, d'être capable de développer notre patience, notre tolérance, être dans l'attente du développement de la personne, de répéter continuellement pour leur apprentissage. Alors, moi, j'ai grandi énormément. Puis, ça m'a donné aussi de l'expérience au niveau de la gestion et l'amour de la gestion, parce qu'en étant superviseur, je devais aussi gérer tous ces endroits-là, qui fait que c'est là que j'ai commencé à aimer l'administration et la gestion. C'est en 1993 que vous êtes revenu, ou en fait que vous êtes arrivé dans la région de l'Outaouais. Est-ce que le centre d'intervention en abus sexuels pour la famille est arrivé là, immédiatement en 93? Oh non, quand je suis arrivée en 93, ça faisait depuis 87 que le centre existait, mais ça ne s'appelait pas le centre d'intervention, ça s'appelait Entraide par enfants de l'Outaouais. C'était un petit organisme qui n'avait pas d'employés, seulement qu'une employée 8 heures semaine, qui était moi quand je suis arrivée, puis avant ça, c'était des bénévoles. Puis il y a eu aussi des directrices à différents temps, mais à 8 heures semaine. Puis il y avait deux groupes d'entraide par semaine à ce moment-là. C'est ce qui existait avec un petit budget de 10 000 par année. Donc, vous avez pris cet organisme-là. Quelques années plus tard, vous êtes devenue la directrice générale. Aujourd'hui, évidemment, on vient de célébrer, là, 2012, on a célébré les 25 ans du CIAF, comme vous l'appelez. Qu'est-ce qu'on peut... Quel genre de services sont maintenant offerts? Comme je disais, la mission, c'est des services spécialisés. Alors, nous, on offre de la thérapie pour les enfants à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à 17 ans inclusivement, pour les enfants qui sont abusés sexuellement. Puis, on offre aussi de la thérapie pour les parents de ces enfants-là. On offre des services pour les enfants intrusifs sexuellement, des enfants à partir de l'âge de 7 ans jusqu'à 12 ans qui ont posé des gestes inacceptables, des gestes sexuels. Par contre, on ne peut pas les appeler des abuseurs, c'est des enfants. Alors, on appelle ça des enfants intrusifs sexuellement, et on offre des services aussi à leurs parents. On offre des services aux adolescents et aux adolescentes qui ont abusé sexuellement, et ainsi qu'à leurs parents. Et on offre des services aussi aux adultes délinquants sexuels. Vous nous parlez d'enfants intrusifs sexuellement. Écoutez, moi, c'est la première fois que j'entends ce terme-là. Comment, à 3 ans, entre 3 ans et 7 ans, on peut poser des gestes inacceptables sexuellement? C'est pas pour les enfants de 3 à 7, c'est pour les enfants de 7 ans. De 7 ans et plus, parfait, oui. C'est ça. Alors, un enfant qui, à 8 ans, a des comportements sexuels, je ne parle pas du développement, de la curiosité, c'est plus que ça. C'est l'enfant qui subit le geste est victime d'abus. Ouais. L'autre enfant, c'est vraiment un abus sexuel, tandis que l'autre enfant qui a perpétré le geste, lui, a besoin d'aide pour justement cesser ce comportement.
Évidemment, on entend beaucoup parler dernièrement de tout ce qui s'appelle violence sexuelle ou abus sexuels. Les médias qui en parlent beaucoup, qui en font souvent leur chou gras. Mais est-ce qu'on peut vraiment observer une augmentation ou si c'est simplement parce qu'on en parle plus? Moi, je ne crois pas qu'il y ait une augmentation. Dans le temps, dans les années 30-40, on les appelait nos vieux mononcles cochons. Oui. Puis, même dans les années 80, quand il y avait une plainte aux policiers, ils appelaient ça un méfait. Ils n'appelaient même pas ça de l'abus ou de l'agression sexuelle. Alors, mais maintenant, les enfants sont sensibilisés. Il y a plus de sensibilisation qui est faite dans les écoles un peu partout. Les enfants connaissent de plus en plus c'est quoi l'abus sexuel. Puis il y a plus de signalements qui sont faits. Il y a plus de plaintes aux policiers qui sont faits. Mais je ne suis pas certaine, moi, qu'il y a plus d'abus. Après les déclarations, par exemple, de Nathalie Simard, est-ce que vous avez senti là, vraiment que les gens ont commencé à moins avoir peur? Et on a vu même des campagnes là, de sensibilisation qui disaient il faut dénoncer. Est-ce que vous avez vraiment senti là, qu'il y a eu une augmentation par la suite? Nous, au centre d'intervention, ça n'a pas eu un impact tellement fort parce que c'est des enfants qu'on a victimes. Chez les femmes, il y a eu une augmentation de la demande de services, mais chez les enfants, non. Les enfants, Nathalie Simard, hein, de nos jours, ça ne dit pas grand-chose, Nathalie Simard. Alors, on n'a pas eu d'augmentation comme telle. Il y a une augmentation continuelle dans la demande de services. L'année passée, on a eu plus de 500 demandes de services, nouvelles demandes de services dans une année. Alors, vous pouvez vous imaginer qu'il y a une augmentation continuelle dans la demande de services. Mais ça, ce n'est pas Nathalie Simard qui a eu l'impact. Je pense que c'est plus la sensibilisation qui est faite, puis l'ouverture de l'adulte d'en parler. D'être capable de dire, écoute, si quelqu'un touche tes parties privées, tu me dis, personne n'a le droit. On leur donne des droits maintenant aux enfants. C'est merveilleux, ça. Évidemment, on parle de beaucoup là, de pornographie qui est disponible à peu près partout, pour tout le monde. Très rapidement sur un ordinateur, les enfants peuvent être en contact avec des actes sexuels assez explicites. Est-ce que ça peut aussi expliquer cette facilité-là, l'augmentation ou les abus qu'on peut observer? Oui. Au niveau des adolescents, j'ai eu une augmentation fulgurante des demandes de services des adolescents agresseurs sexuels. Justement, la pornographie joue un rôle tellement important dans cette augmentation de services-là. Je crois sincèrement que c'est le rôle des parents de s'assurer que les enfants ne peuvent pas aller sur ces sites-là, puis leurs adolescents. C'est pas vrai qu'à 14 ans, on a tous les droits, puis qu'on est prêt à recevoir ça. Quand on parle d'adolescents, je me souviens dans les années 80, les enfants, j'avais à ce moment-là, mon conjoint avait un dépanneur, puis on avait des adolescents qui volaient des Playboy. Puis à ce moment-là, ça, c'est tout à fait normal. Tu sais, sous les matelas, on trouvait le Playboy du petit gars de 14-15 ans. Ou le catalogue. Hein? Le catalogue, ça, c'était les femmes qui étaient en sous-vêtements. Alors, mais de là, par contre, à voir des films pornographiques, de voir... je pense que c'est trop. C'est beaucoup trop. Écoutez, on va prendre une pause et on va être en mesure de continuer ça tout de suite après. Parfait. Merci. Juste avant la pause, Huguette Joly, on a parlé beaucoup d'abus sexuels. Vous dites que vous n'êtes pas travailleuse sociale parce que vous n'avez pas le titre, parce que vous n'êtes pas active au niveau de l'ordre. Mais par contre, et vous tenez à continuer de travailler sur le terrain pour le CIAF. C'est important pour vous d'être là vraiment en contact avec les gens en plus de votre rôle administratif? Ah, tout à fait. Écoutez, j'ai commencé à travailler dans le domaine en intervention sociale parce que je veux être près des gens. Je veux travailler pour alléger la souffrance. Alors, l'administration est importante, la gestion est importante pour être capable d'amener à le faire, mais l'intervention sera toujours à la base de qu'est-ce que j'aime. Il faut rappeler que le CIAF, c'est un organisme à but non lucratif. D'abord, est-ce que vous avez un certain soutien de la part des gouvernements, un soutien financier?
Oui, on a un soutien financier de l'Agence des services L'agence de sociaux, santé, oui. de santé et services sociaux, et aussi de Centraide. Ouais. Mais je dois admettre que c'est pas suffisant pour qu'est-ce qu'on a à faire. Parce que, vous savez, quand on a 500 personnes par année qui reçoivent des services, puis qu'on est juste une petite équipe parce qu'on n'a pas assez de sous, pouvez-vous vous imaginer la souffrance de ces gens-là quand que vous apprenez que votre conjoint a abusé de votre enfant? C'est toute une famille qui éclate. Alors, puis c'est des professionnels qui travaillent au CIAF. C'est soit des psychologues, travailleurs sociaux, sexologues, criminologues. Alors, ça se paye, ça. Alors, j'ai pas assez d'argent, ça, c'est sûr. Et les gens peuvent vous aider. Il y a des gens de la communauté, d'ailleurs, là, qui vous aident. Il y a des gens dans la communauté qui nous font des dons, puis c'est tellement apprécié, ou qui organisent des activités de levée de fonds. Alors, je fais appel à eux qui continuent à nous aider. Une autre de vos passions, c'est la planification stratégique. Vous avez d'ailleurs été une des pionnières en Outaouais en donnant des conseils, si on veut, aux entreprises là, pour planifier l'avenir. Et vous avez d'ailleurs appliqué ça au CIAF, et c'est ce qui fait là, qu'après 19 ans où vous êtes là, d'un budget de 10 000 vous êtes rendu... C'est ça, on est rendu à un demi-million, Ouais. mais aussi, c'est la vision. Se projeter dans le futur, c'est important. Se donner des objectifs clairs, c'est très important. Alors, nous, on s'est donné une vision, puis c'était d'offrir des services à tous les enfants et aux familles confrontées à l'abus sexuel d'enfants, qui voulait dire qu'on devait développer, on devait se donner des orientations stratégiques pour les 3 années qui suivaient, et ainsi de suite. Puis, le CIAF, les administrateurs ont accepté d'entrer en planification stratégique avec moi dès mon arrivée. Puis on a construit à partir de là. Puis maintenant, aujourd'hui, l'Outaouais est une des rares régions à avoir tous les services en abus sexuels. À travers le Québec, on achète les services, les programmes du CIAF, parce qu'on a développé, nous. Alors, l'Outaouais est chanceux d'avoir les services qu'ils ont. Vous n'êtes pas improvisé, planificateur stratégique. Vous avez suivi une formation, entre autres, là, à l'Université York. À partir de quel moment vous avez commencé à penser que ça pouvait être quelque chose qui allait vous faire grandir, qui allait faire grandir les entreprises? C'est dans les années 80, j'avais lu un article sur la planification stratégique. Puis il y avait un cours qui s'offrait à Cornwall à ce moment-là. Puis j'ai été suivre la formation à Cornwall. C'était une petite formation de quelques jours. Puis j'ai été enchantée de voir qu'on pouvait vraiment se projeter, puis aller vers des objectifs, puis travailler, mais ensemble, parce que c'est une approche participative. C'était développé par le ministère de la Culture, cette approche-là, qui est une approche de planification stratégique, mais participative. J'avais été avant... suivre quelques cours à l'université, mais ce n'était pas les approches qui favorisaient pour moi là, ma mobilisation et ma motivation. Alors, j'ai été à ce moment-là à Toronto, puis j'ai terminé une maîtrise des habiletés en planification stratégique. Et depuis cette époque-là, je fais de la planification stratégique. Je suis consultante en planification stratégique, en plus de mon travail de direction. Évidemment, vous avez, depuis toutes ces années-là, rencontré plusieurs entreprises, plusieurs types d'entreprises, autant du communautaire que du privé. Avez-vous travaillé même avec les instances gouvernementales? Bien, écoutez, j'ai fait la MRC Papineau. J'ai fait la planification stratégique de la MRC Papineau. J'ai fait la MRC des Collines. J'ai fait des... gazifères, j'ai fait des grosses entreprises, mais j'ai fait beaucoup plus de communautaires. Alors, j'ai plus de 160 organismes communautaires que j'ai fait leur planification stratégique. Quand les employés vous voient débarquer, parce qu'évidemment, c'est la direction qui choisit de faire appel à vos services pour un plan stratégique pour les 3 prochaines années ou peu importe, quand les employés vous voient débarquer et commencer à les interroger, c'est quoi la réaction des employés? Bien, c'est que je ne les interroge pas comme tels. Ils participent en équipe. Ouais. Alors, écoutez, je trouve ça qu'ils sont privilégiés. Les administrateurs leur permettent d'influencer le futur de l'organisme. Alors, c'est un privilège pour des employés de dire je peux influencer les directions que l'organisation va prendre pour les prochaines années. Alors, ils sont contents.
sont contents de participer à la planification et de donner leur opinion sur la vision de leur organisme. Le changement, on le sait, fait peur beaucoup. D'ailleurs, un des volumes je ne sais pas si on parle de psychologie pop, mais le livre Qui a mangé mon fromage, on raconte à quel point c'est pas facile de changer. Est-ce que vous sentez encore autant de résistance au changement de la part Ah oui. des employeurs et des employés? Ah ben oui, écoutez, ça c'est difficile, hein? On a de faire des changements. Quand on est bien dans nos vieilles chaussettes, on veut rester Ouais. dans nos vieilles chaussettes. Puis ça, c'est un danger. C'est là que l'organisation, elle n'évolue plus. Il n'y a plus de développement qui se fait. C'est bien parfois d'arrêter le développement pour être capable de consolider ce qu'on a, mais ça devient dangereux. Parce que c'est là que l'organisme arrive à une maturité, puis elle commence à faire toujours les choses de la façon qu'elle le faisait, plutôt de regarder les best practices qui Ouais. existent et d'améliorer et d'avancer dans leur développement. Et parmi les pires comportements que vous avez vus, ou les pires lacunes, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous a le plus frappé là, quand vous êtes arrivé dans différentes entreprises? Vous posez une bonne question. Moi, qu'est-ce que j'ai vu? Parfois, c'était, on m'appelle pour faire une planification stratégique parce que ça ne va pas bien dans l'organisme. Une planification stratégique, c'est pour planifier le futur de l'organisme. Ce n'est pas pour régler les problèmes qui existent. Alors, on doit régler les problèmes avant d'aller en planification stratégique. Je pense que, pour moi, c'est la plus grande difficulté parce que quand j'arrive dans une organisation puis que ça va vraiment pas bien, alors, durant la planification, je dois faire une autre sorte de travail Ouais. pour être capable de les amener à développer ensemble. J'aimerais qu'on change complètement de sujet, Huguette Joly, puis qu'on parle d'une de vos passions, le tennis. Vous avez joué beaucoup au tennis Ouais. et vous continuez là, d'en manger. Ah oui, j'adore le tennis. J'ai joué peut-être pendant 20 ans au tennis. Depuis quelques années, j'ai cessé la pratique, mais non pas de le regarder. Je m'en vais encore une fois à Montréal, là, à l'Omnium de tennis, mais c'est une passion parce que c'est un jeu, ça aussi, c'est des stratégies. Ouais. Alors, c'est des stratégies, c'est des comportements, alors, c'est tout ce que j'aime dans ma vie. C'est le comportement, comment que la personne pense, comment qu'elle agit, et c'est des stratégies pour savoir qu'est-ce qu'elle va faire avec la balle. Puis, est-ce que je peux, à ce moment-là, planifier pour être capable de gagner? Alors, pour moi, ça fait partie de ma façon d'être et qui je suis. Le tennis fait partie de moi. Vous nous disiez que vous aviez arrêté de jouer il y a quelques années, en fait en 2008, si je ne m'abuse, parce que vous aviez, à ce moment-là, on vous avait découvert une tumeur au cerveau. Ça a changé votre vie littéralement, cette tumeur-là. Oui, ça a changé ma vie. En 2008, disons que les sports que j'adore, ça a commencé à diminuer parce que manque d'équilibre, ainsi de suite. L'énergie n'était plus la même. Il y a des séquelles suite à une chirurgie comme ça, mais il y a aussi des gains. Ouais. On apprend à diminuer, à regarder la vie, puis à mieux vivre. Ça n'a pas changé ma façon de travailler. J'étais encore une passionnée pour le travail que je fais, que ce soit au centre d'intervention en abus sexuels ou en planification stratégique. Mais je prends le temps d'être avec mes enfants, mes petits-enfants, beaucoup plus. Et vous le disiez en début d'émission, c'est votre rôle principal Oui. maintenant, grand-mère. Qu'est-ce que ces petits-enfants-là vous apportent dans votre vie d'aujourd'hui? J'ai mon plus jeune a 3 ans et ma plus vieille a 16 ans. Alors, j'en ai de tous les âges, parce que j'en ai 4, alors 3 ans, 6 ans, 12 ans et 16 ans, qui fait que ils me font vivre, ils me gardent jeune, puis ils me font vivre différentes choses continuellement. Autant qu'avec le petit de 3 ans, je joue à des jeux d'association, puis j'étais prêt à celui de 6 ans, j'y apprends à nager, que celui de 12 ans, on était voir, on était à Paris, puis on était en Normandie parce qu'il voulait connaître mieux l'histoire, puis que celle de 16 ans, c'est tout autre chose. Ça devient presque une amie. Évidemment, les petits-enfants apportent beaucoup aux grands-parents.
Mais l'importance des grands-parents, justement, pour les enfants, parce qu'on sait qu'il y a souvent un mur entre les parents et les enfants, parce que c'est les parents qui doivent les élever, les grands-parents qui deviennent une espèce de phare, j'imagine. Est-ce que c'est ce que vous ressentez avec vos petits-enfants? Ah, écoute, le mur intergénérationnel, c'est nous qui le mettons. C'est pas les enfants. Alors, quand on est prêt, nous, à vivre pleinement le stage qui sont dedans, il n'y en a pas de mur, il n'y en a pas. L'amour, puis je continue à parler d'amour parce que pour moi, tout apprentissage se fait par l'amour. Un enfant, c'est de l'amour. Un enfant, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Et qu'est-ce que l'avenir vous réserve en terminant, Huguette Joly? Vers quoi vous aspirez? Oh, moi, écoutez, je pense pas que je vais... probablement dans un an et demi, je vais prendre ma retraite du centre d'intervention en abus sexuels pour la famille, mais tout se continue à part de ça. La vie est là. Je veux dire, je vais vivre pleinement, puis je vais profiter de mes enfants, mes petits-enfants. La planification stratégique, je voyage dans le futur de d'autres organismes. Alors moi, je ne veux pas arrêter de voyager. Écoutez, on va vous souhaiter de très beaux voyages, Huguette Joly. Merci infiniment de cette entrevue. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on est présent sur Internet. Visitez notre site au www.tvc.qc.ca. Mon nom est Michel Pilote. Passez une bonne fin de soirée sur nos ondes. Merci.